Mesdames et messieurs, chers étudiants, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants, ça fait plaisir à voir. Autant d'étudiants motivés, alors même que vous ne serez pas notés à la fin. Je m'appelle Jean-Marc Touvenin, je suis professeur à l'Université Paris-Nanterre. Je suis également secrétaire général de l'Académie de droit international de La Haye, une institution formidable dont le siège est au Palais de la Paix, à côté de la Cour internationale de justice. Et j'ai la chance à La Haye de côtoyer aussi les personnels et les juges de la Cour pénale internationale. Je suis donc ravi d'être ici, honoré de modérer ce panel. Je vais vous présenter nos invités dans un instant. Vous le savez, nous allons parler de justice pénale internationale et bien entendu de la Cour pénale internationale. Un petit élément de contexte avant d'ouvrir formellement cette table ronde et de donner la parole à nos invités prestigieux, pour vous dire que j'ai été étudiant moi-même. Je ne l'ai pas oublié, j'ai d'ailleurs l'impression d'être toujours un petit peu étudiant, mais je me souviens que lorsque j'avais votre âge, en tout cas l'âge des plus jeunes ici, la Cour pénale internationale était quelque chose de pratiquement impossible à envisager. Alors c'est vrai que la justice pénale internationale a longtemps été souhaitée par la société internationale, d'abord par de grands esprits, et peut-être que certains d'entre vous ont entendu ce nom, Vespasien Pella, c'est un nom assez original, il est roumain, il a été une des grandes voix durant l'entre-deux-guerres mondiales à réclamer, à penser une justice pénale internationale. Peut-être que certains d'entre vous, intéressés par l'histoire, auront lu que Churchill, en 1941, avait déclaré que les exécutions d'innocents faites de sang-froid, les boucheries qui surpassaient tout ce que l'humanité avait connu depuis les âges les plus sombres et les plus bestiaux de l'humanité, ne pouvaient rester impunies et que les châtiments de ces crimes devaient compter parmi les buts majeurs à poursuivre. On était en 1941 et évidemment, un petit peu plus tard, ces prévisions se sont avérées pertinentes puisque s'en est suivi le procès de Nuremberg, procès tout à fait fondamental car il a démontré que les dirigeants les plus puissants pouvaient être traduits en justice pour les crimes commis par l'État, par les États, à leur instigation. Ce procès a montré qu'il n'était pas impensable de punir les véritables criminels qui se cachent derrière la figure du souverain. La guerre froide n'a pas laissé l'idée prospérer, si ce n'est sur le plan théorique. Il y a eu beaucoup de travaux, notamment à la Commission du droit international, jusqu'à ce que, à peine le mur de Berlin effondré, l'Europe soit frappée par la guerre en ex-Yougoslavie, dont les horreurs conduisirent le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui à l'époque n'était pas totalement impuissant. Il y a eu une époque où le Conseil de sécurité pouvait prendre des décisions pertinentes. Eh bien, ce dernier a créé un tribunal pénal international dédié aux crimes commis dans l'ex-Yougoslavie. Un autre a été créé très peu de temps après, en réaction aux horreurs commises au Rwanda. Et puis, en 1998, comme par magie, c'est arrivé assez vite finalement, le moment était propice, la Cour pénale internationale est née de cette période. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, comme vous le savez, a joué un rôle instrumental dans ce qui a conduit à l'émergence de cette justice internationale, à la fois pour la création du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, mais aussi la France a été très active à l'égard de la Cour pénale internationale, tandis que d'autres membres permanents n'ont pas été très partants. Les États-Unis, sans constance, ont souvent cherché à l'entraver, pas toujours. Et puis évidemment, la Russie et la Chine n'ont jamais été très fermes partisanes de cette Cour. Depuis 1998, la CPI a connu plusieurs périodes. Une première période peut-être d'enchantement, de découverte, d'entrain, avant que les affaires Al-Bashir et Kenyatta ne génèrent des réactions de rejet, essentiellement en Afrique. Je me souviens très bien de cette époque où on entendait beaucoup des critiques de la Cour pénale internationale qui étaient décrites comme une cour pour les Africains, et pour les Africains seulement. On parlait beaucoup de 2 poids, 2 mesures. Et par la suite, c'est le risque que des militaires américains soient poursuivis qui entraîna les premières sanctions américaines contre, à l'époque, la procureure de la Cour. La guerre d'annihilation, je l'appelle comme ça, de l'Ukraine. Je suis avocat de l'Ukraine, donc je suis un peu parti pris, mais je l'appelle la guerre d'annihilation de l'Ukraine menée par la Russie et celle menée par Israël à Gaza
contraindront la Cour à rappeler la primauté du droit et à envisager d'agir, si ce n'est pour poursuivre le crime d'agression, au moins sur le fondement des crimes de guerre manifestes et autres crimes contre l'humanité observés un petit peu tous les jours. Les États-Unis étaient alors d'accord pour que l'on poursuive les responsables russes. En réponse, toutefois, This said, we believe that, in some cases, action by the ICC or by international criminal justice generally may have influenced the manner of the perpetration of crimes towards its deterrence. And of course, it's hard to believe that being the case given the scale of what we see today. But that's the indication we have. But one thing is certain. Should there not be any international criminal justice system in place, then the scale and frequency of the perpetration of international crimes will likely be much higher, as there will be no barriers, none at all, restraining the engagement in atrocious conduct all the time and everywhere. Even if every violation of international rule is one too many, especially in the context of international crimes, the fact that they are recognized as such and marked as for potential prosecution send a strong normative message. Even those who are able to shield from the court's jurisdiction understand the meaning and consequence of the court's mandate. While we cannot precisely measure the deterrent effect of the court's judicial work, it will be all too easy to write it off as inconsequential. Fourth, universal jurisdiction and fairness, regardless of nationality or political power. It is likely that the very reason we are discussing international criminal justice today is because of the crossroads between the concept of justice and its material scope. Universality is a constant objective of justice, regardless of whether it is criminal, commercial, civil, or public. The point of justice is that it must be fair, and for it to be fair, it must be applied equally, everywhere, and to everyone, which is what the court endeavors to undertake. However, this is not something that is possible in the current architecture of international relations. I observe that, for example, the International Court of Justice, our neighbors in The Hague, does not have universal jurisdiction. Only 74 states accept its compulsory jurisdiction and not on all disputes, and yet the aim of the ICJ is to be universal. Similarly, the ICC, which is currently supported by some 125 states parties, does not have universal jurisdiction, even if a significant number of the states of the international community are part of it. Clearly, the Rome Statute, which is the basic legal framework of the court, but not the only one, aims to be universal. And here, let me make a point concerning the so-called jurisdictional overreach of the ICC over non-state parties. When a state decides to accept the jurisdiction of the ICC, it does so as a complementary jurisdiction to its own. This means that the ICC operates on behalf of and as an extension of that country's jurisdiction, but in the international plane, which means that the court's jurisdiction is also engaged by and on behalf of the international community. If I commit a crime in the territory of France, the French domestic jurisdiction applies to me, regardless of my nationality. This is the same principle that is applied concerning ICC jurisdiction. When an international crime over which the ICC has competence is committed in the national jurisdiction of a state that is party to the Rome Statute, or in a state that has accepted the jurisdiction of the court, this country has primary jurisdiction to try the individual or individuals that are alleged to have committed the crime. When the country in question is unwilling or unable to do so, then the jurisdiction of the ICC is triggered. And this has no bearing on whether the individual charged is a national of a state that accepts or not the jurisdiction of the ICC, because the alleged crime has been committed in the territory of a state which has jurisdiction to try that crime in the first place,
which is consistent with the principle of sovereignty. While much disinformation flows the internet on this point, accusing the court of overreach, the fact is that this is not legally true, insofar as the court has not exercised its jurisdiction over non-state parties per se, Syria being a case in point, and for which the court has been criticized. The fact is that the court has not engaged with crimes alleged to have been committed in non-state parties by nationals of non-state parties because it does not have that mandate. Lastly, I do not wish to play down the material actions that have been taken directly against the ICC by powerful states, not least warrants of arrest or forceful draconian sanctions against judges for merely carrying out their duties, including against Judge Guillou of France. Whether the ICC, as an international organization, can survive the attacks against it is a legitimate question, but it's a different one from the question whether international criminal justice is a failed utopia. So, is international criminal justice a failed utopia that is ending? It depends how you look at it. But being in the front row, I can categorically say that in my view, international criminal justice has neither failed nor is an utopia. But the question that is important to ask is whether you believe that international criminal justice is a failed utopia. And if it is so, what do you want to do about it? Do you find that international criminal justice should be reformed to make it more effective? And if so, how do we do it? To end, let me make this reflection. In fact, something is ending, and we attribute this to the flaws of justice. But the fact is that what is ending is not justice or even the law, but the notion of democracy. And by democracy, I'm not just talking merely about democratic elections of governments, but rather about everything that democracy stands for, like civil liberties, human rights, strong institutionally minded governments, and yes, the rule of law. The conflation of technology and autocracy is bringing about changes to the democratic model of national and global governance. This, in my view, is the real threat to the common person out there, to all of us. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, pour cet exposé extrêmement clair, y compris en anglais. J'ai indiqué aux organisateurs que les jeunes générations comprenaient très bien l'anglais. Et je pense que c'est vrai. Donc, que vous avez pu suivre parfaitement cette présentation qui rassure sur la vivacité de la justice internationale, sur la vivacité des juges, sur leur résilience. Et simplement pour prolonger un tout petit peu le propos de notre invité, je dois dire que je connais un petit peu le juge Guillou, le juge français à la Cour pénale internationale, et je résumerai sa position à l'égard des sanctions, car vous savez qu'il a été sanctionné par les États-Unis, même pas mal. Il continue. Alors, cependant, il y a des difficultés, bien sûr, elles ont été évoquées, on les surmonte, mais peut-être que certaines difficultés sont plus importantes que d'autres, sont plus bloquantes que d'autres, et peut-être que certaines actions spécifiques devraient être conduites, ou on vous a posé la question, que feriez-vous, vous, pour faire en sorte que la justice pénale internationale soit plus forte? Peut-être que c'est un petit peu à cela qu'on va s'attaquer maintenant, cher ami. Un petit peu, oui. Et merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je vais essayer de vous parler en français parce que bon, le consulat à New York m'a conseillé de le faire. Donc, bon, vous allez m'excuser si j'ai les petites fautes quand même parce que je viens d'arriver des États-Unis. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je suis ancien avocat au barreau, en fait, de Paris. Et j'avais passé beaucoup de temps à Paris, qui je considère un peu comme chez moi. Je me sens vraiment chez moi. Alors, moi, je vais reprendre un petit peu la thèse de Son Excellence en disant que où sommes-nous maintenant dans ce monde avec la justice pénale internationale? En fait, que faire dans un monde où les crimes atroces semblent se multiplier à un rythme un peu alarmant?
Les Nations Unies et d'autres institutions internationales semblent impuissantes à prévenir ou à contenir la violence. Et la CPI, créée en 1998, et moi j'étais là, très jeune d'ailleurs, quand c'était créé, mais quand même j'étais à Rome, mais la CPI ressemble de plus en plus un petit peu à un tribunal Potemkin. La majorité des mandats d'arrêt qui ne sont pas délivrés par la Cour n'ont pas été exécutés, à l'exception notable récemment de l'ancien président de Philippines et d'autres arrêts. Le procureur est en congé en ce moment en raison d'allégations très graves contre lui et les salles d'audience ne montrent que peu de signes d'activité. Comment est-on arrivé là? Certes, nous sommes très loin de l'effervescence des années 90, qui a vu la création des tribunaux, comme on a évoqué avant, pour le ex-Yougoslavie et le Rwanda, l'adoption du statut de la CPI et la décision importante rendue dans l'affaire Pinochet, qui a ouvert la voie à l'exercice de la compétence universelle. Le titre de ce forum est la fin de l'utopie, ou l'échec peut-être à ça, point d'interrogation. Moi, je suis un peu d'accord avec le thème, mais je reste plutôt optimiste. C'est vrai que la lune de miel entre les États et les CPI est peut-être terminée, mais une relation plus confortable, plus profonde et plus durable pourrait la remplacer, permettant à la Cour de jouer un rôle pour éloigner l'humanité du précipice si les États, et notamment des États membres de la Cour, trouvent la volonté politique de respecter et de renforcer le travail de la Cour. En outre, les systèmes nationaux peuvent faire face aux certains des défis de la justice mondiale, notamment en négociant une nouvelle convention sur les crimes contre l'humanité, dont je parlerai un peu plus loin dans cette intervention. Il est facile à blâmer la Cour ou les États non partis, comme les États-Unis et la Russie qui l'attaquent, pour cette situation un peu déprimante. Mais qu'en est-il des États partis à la Cour pénale internationale, comme la France? Quelles mesures pourrait-il prendre pour remédier à la spirale décédante un petit peu actuelle? Je vous propose 5. D'abord, soutenir l'arrestation des accusés recherchés par le CPI et accepter la décision unanime de la Chambre d'appel de la Cour selon laquelle il n'y a pas d'immunité pour les chefs d'État. Deuxièmement, modifier le statut de Rome afin de supprimer les limites juridictionnelles imposées aux crimes d'agression. Troisièmement, continuer à défendre les valeurs de la Cour et l'intégrité de ses activités tout en encourageant d'autres États à ratifier le statut afin de renforcer la légitimité et l'universalité de la Cour. Quatrième, continuer à renforcer leur capacité nationale à juger des crimes internationaux en recourant à la compétence universelle si nécessaire. Et cinquièmement, et finalement, soutenir la négociation du nouveau traité sur les crimes contre l'humanité dont le comité préparatoire s'ouvrira à New York en janvier 2026, c'est-à-dire très bientôt. Parlons-nous maintenant de la Cour en soi. Le statut de Rome est entré en vigueur en 2002. Selon les termes de préambule, il a été créé pour faire face aux atrocités inimaginables qui choquent profondément la conscience de l'humanité et qui ont fait des millions de victimes au cours du XXe siècle. Pourtant, la naissance de la Cour en 1998 a été une révolution difficile. J'avais écrit dans le droit international et la politique internationale. La Cour compte, on a entendu déjà, aujourd'hui 125 États partis, mais 3 grandes puissances, la Chine, la Russie et les États-Unis, n'y ont pas adhéré et 2 de ces États partis, la Russie et les États-Unis, ont attaqué agressivement la Cour et ses responsables, dont récemment même le juge Guillaume, de nationalité française. La crainte d'une politique de résistance des États-Unis à la CPI existait, j'avoue, que depuis le début.
Les Américains ont rejeté la Cour, malheureusement, affirmant que pour eux, la loi dans le statut ne devait pas s'appliquer aux Américains. Ça a changé un petit peu dans les présidences d'Obama et Biden, mais heureusement, de nombreux États partis de la CPI ont soutenu la Cour face aux attaques des États-Unis, mais la rhétorique et les actions anti-CPI persistantes ont eu de lourdes conséquences sur la Cour, il faut admettre. Mais il y a aussi un défi un peu plus insidieux qui était également présent, c'est-à-dire une attaque sur les fondements juridiques de la Cour. Cela a commencé par des universitaires américains et des diplomates américains qui ont fait valoir que le statut de Rome violait le droit des traités en permettant la compétence sur les ressortissants des pays non partis. Leur argument coïncidait avec les écrits d'une poignée d'individus en Europe qui suggéraient que malgré le texte clair de l'article 27 du statut de Rome qui interdisent l'immunité officielle, les chefs d'État restaient immunisés contre toute poursuite devant la Cour, à moins que leur État de nationalité n'ait expressément renoncé à ces immunités ou, dans certains cas, le Conseil de sécurité de l'ONU puisse le faire. Ces deux attaques contre la Cour, l'une de nature politique et l'autre de nature juridique, ont directement profité des personnes accusées de crimes devant la CPI et visées par ces mandats d'arrêt. Et je pense en particulier, bien sûr, de l'ancien président soudanais, Omar al-Bashir, qui a continué à balader et à voyager largement, même après que les mandats d'arrêt a été émis contre lui pour le génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Al-Bashir a considéré qu'il était immune tant que chef d'État et se plaignait que les mandats constituaient un nouvel exemple de double standards et il a évoqué ces arguments dans plusieurs pays. Bon, la Chambre d'appel de la Cour a rejeté ces arguments, mais on continue même aujourd'hui de les entendre. Donc, en 2023, la CPI a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et sa ministre Maria Lvova-Belova, les accusant d'avoir commis des crimes de guerre impliquant les transferts et déportations illégaux des enfants ukrainiens. Certaines ont encore fait valoir que ces mandats n'étaient pas légaux parce que l'un des accusés était un chef d'État en exercice et tous les deux étaient ressortissants de la Russie qui n'étaient pas partie de la Cour. La Russie aussi a sanctionné le procureur et plusieurs juges. Du même titre, on a vu la même chose en 2024. Des mandats d'arrêt délivrés contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ils étaient contestés aux bases que le CPI ne pouvait pas livrer des mandats d'arrêt contre les responsables israéliens, car ce pouvoir était retiré du Palestine par les accords d'Oslo et ne pouvait donc être transféré ou délégué à la Cour. Encore, on a vu des sanctions qui émanaient cette fois des États-Unis, pas de la Russie, contre le procureur, les deux procureurs adjoints et plus récemment plusieurs juges. Et moi, je peux dire, moi, je travaillais pour Fatou Bensouda. Je rajoute qu'on a été sanctionné par Trump. C'était très, très difficile. C'était un moment très difficile à vivre. Et moi, j'ai commencé un litige contre l'administration américaine. Heureusement, on a gagné, mais on est loin maintenant parce qu'il y a plusieurs sanctions, bien sûr. Est-ce que c'est du politique ou est-ce que c'est du droit? Au niveau juridique, la loi est claire. Comme a dit Son Excellence, les mandats d'arrêt contre Netanyahou et d'autres chefs d'État ont été soutenus par toutes les décisions judiciaires rendues non seulement par la CPI, mais aussi par d'autres cours et tribunaux internationaux, ainsi que par la Cour de justice internationale de justice dans l'affaire Congo contre la Belgique.
De plus, les objections des États à l'exercice de la compétence à la Cour sont clairement motivées davantage par des considérations plutôt politiques que juridiques. On a entendu après tout l'administration Biden qui applaudit les mandats contre Poutine, opposer vigoureusement les mandats contre Netanyahou et Galante. De même, pour ne pas citer qu'un autre exemple, et là je parle de la France, qui est quand même État parti au statut de Rome, elle a déclaré qu'elle accorderait Benjamin Netanyahou l'immunité s'il s'est rendu en France, au mépris du jugement de la Chambre d'appel de la CPI, et l'Hongrie, également État parti, a désormais annoncé son retrait du statut de Rome plutôt que de l'arrêter. Ça, c'est décevant. Le statut de Rome, comme on a déjà évoqué, repose sur les principes fondamentaux élaborés à Nuremberg, renforcés par le travail des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, c'est-à-dire que l'immunité et l'absence de responsabilité pour les crimes internationaux conduisent à l'impunité pour ces crimes, avec des conséquences désastreuses pour la communauté dans laquelle ces crimes sont commis et plus généralement pour le pays et la sécurité mondiale. S'appuyant sur le précédent de Nuremberg, qui est lui-même né des cendres de la Deuxième Guerre mondiale, les États qui se sont réunis en 1998 pour créer la Cour ont estimé qu'un régime juridictionnel fort et uniforme serait nécessaire pour que la Cour puisse remplir sa mission. Si de nombreux États partis à la Cour continuent de partager cet avis, d'autres ne le partagent plus apparemment, comme j'ai déjà noté. Le régime juridictionnel tronqué pour le crime d'agression en est la preuve. Le refus de s'engager à exécuter pleinement les mandats d'arrêt de la Cour en est une preuve supplémentaire. Sanctionner de l'extérieur et ranger de l'intérieur, même par les États partis, comme la France quelquefois, la Cour vacille aujourd'hui au moment même où le monde en ait le plus besoin. Que peuvent faire les États partis au statut de Rome pour renforcer la CPI et réaliser le rêve de Rome? Tout d'abord, comme je l'avais dit, les États partis doivent exécuter de manière cohérente les mandats d'arrêt de la CPI. La Cour et toutes les chambres ont adopté cette thèse de l'attribution collective dans ces décisions, disant qu'il n'y a pas d'immunité pour les chefs d'État, même des chefs d'État des pays qui ne sont pas membres de la Cour. Les chambres de la Cour ont estimé que l'exercice de compétences dans les situations de Palestine, Bangladesh et Myanmar, Soudan et Afghanistan, qui présentaient des questions similaires de compétences, y compris à l'égard des ressortissants d'États non partis et même de leurs chefs d'État, étaient conformes au droit international et au statut de Rome. La majorité des États partis sont d'accord. Au cours de la frénésie de litige qui a suivi la contestation par le Royaume-Uni de la demande des mandats d'arrêt présentée par le procureur dans la situation en Palestine, alors que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la République démocratique du Congo semblaient accepter une thèse de délégation qui privait les Palestiniens de la possibilité de déléguer à la Cour une compétence, la plupart des États ont rejeté ça explicitement, notamment, et y compris le Brésil, Chili, Irlande, Mexique, Norvège, l'Organisation de coopération islamique, l'Afrique du Sud, etc. De même, la Cour elle-même a estimé que Mongolie était tenue d'arrêter Poutine lorsqu'il s'est rendu, conformément à ses obligations légales, etc. Il est aussi important de noter que la Cour internationale de justice a déjà conclu début de 2024 qu'il existe un risque plausible de génocide à Gaza et selon sa jurisprudence intérieure, tous les États, y compris la France, ont l'obligation de prévenir le génocide lorsqu'un tel risque est prévisible. À mon avis, ça semble inclure l'obligation légale d'exécuter des mandats d'arrêt délivrés par les cours.
Bon, il faut aussi aligner, comme j'ai déjà évoqué, le régime juridictionnel de la CPI concernant le crime d'agression avec le régime pour les autres 3 crimes. Le montre total de blessés de morts s'élevant en Ukraine et en Russie est plus qu'1 million de personnes. Quand on pense à ça, le nombre de ces morts et des blessés causés par des guerres devrait inciter à rejeter l'immunité pour avoir déclenché ces guerres illégales, au même titre que pour avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides. La souveraineté de l'État n'est plus incarnée par la personne des dirigeants, comme on a croyé autrefois. Au contraire, les dirigeants modernes doivent rendre des comptes à la fois à leurs propres citoyens et à la communauté internationale en vertu de la loi. En troisième, comme j'ai déjà dit, les États partis à la Cour doivent continuer à prouver qu'ils sont des bons gestionnaires de la Cour en l'administration efficacement, en veillant que les normes les plus élevées soient respectées par ces fonctionnaires et en encourageant d'autres États à ratifier le statut de Rome. Quatrième, comme j'ai déjà évoqué, les États, y compris la France, devraient également continuer à renforcer leur capacité nationale à juger les crimes internationaux en recourant à la compétence universelle si nécessaire, comme dans l'affaire on a vu récemment contre l'ancien président de la Syrie, Bachar al-Assad. Et finalement, les États, y compris la France, devraient soutenir la négociation de nouveaux traités sur les crimes contre l'humanité. J'ai eu l'honneur de diriger la campagne en faveur de ce nouveau traité au cours des 17 dernières années et j'ai été encouragée par l'adoption de la résolution de l'ONU, par l'Assemblée générale de l'ONU, le 4 décembre 24, qui prévoit une période de négociation de 5 ans dont le comité préparatoire s'ouvrira en janvier prochain. J'espère que la France, forte de son expérience des atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale, jouera un rôle de premier plan dans la négociation d'un traité solide et progressiste visant à prévenir et à punir les crimes contre l'humanité. En conclusion, je pense que nous entrons dans une nouvelle phase de la justice pénale internationale, moins exultante, moins utopique, certes, mais plus réaliste et lucide quant à l'importance de cette entreprise pour la paix et pour la sécurité mondiale, ainsi que quant aux ressources et à l'engagement qui seront nécessaires pour garantir son succès éventuel. Dans un monde qui prend de plus en plus un caractère hobbésien, les États doivent trouver la volonté politique d'aller de l'avant et de soutenir la CPI plutôt que d'abandonner l'énergie, l'enthousiasme et les principes qui ont présidé à sa création à Rome. Sinon, la Cour risque de devenir un tribunal Potemkin largement inutile et le monde deviendra un endroit beaucoup plus cruel et violent. Merci beaucoup de votre attention. Quel panorama des difficultés qui, dites-vous, rongent la Cour de l'extérieur et de l'intérieur. On a quand même vu avec le juge qui est notre invité que de l'intérieur, on résiste, on fait son travail, on continue. Et de l'extérieur, il y a des États, effectivement, qui, je ne sais pas s'ils représentent les peuples, mais qui ont l'air de se satisfaire de laisser les pires crimes impunis. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. S'agissant de l'immunité, juste une toute petite remarque. J'ai discuté avec l'ambassadeur de Mongolie, un des ambassadeurs, je ne vous dirai pas lequel, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Poutine va venir sur votre territoire, il faut l'arrêter. Ils me disent, on aimerait bien, mais on est entre la Chine et la Russie, on va se faire écrabouiller, et donc on va s'abstenir. Donc c'était une raison purement politique. Et alors pour ce qui concerne la France, je crois qu'il y a un sous-jacent juridique, je ne le connais pas bien, qui repose sur l'idée que l'immunité d'exécution coutumière serait un obstacle à l'exécution des mandats d'arrêt de la Cour à l'égard des chefs d'État des États qui n'ont pas
reconnu la compétence de la Cour. Alors ça se discute, naturellement. Ça se discute. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment été tranché par une autorité en dehors de la Cour pénale. Et moi, je me demande si, c'est peut-être pour la discussion, je me demande si une demande d'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur cette question ne pourrait pas être intéressante. Mais je prends un peu d'avance parce que nous allons maintenant nous tourner vers la professeure Anne-Laure Chaumette-Vors. Et je crois que ce qu'on pourrait aborder maintenant, c'est « and so what ?» Et si d'aventure la CPI arrivait un petit peu en bout de course, serions-nous démunis? Merci beaucoup, Jean-Marc. Oui, en fait, dans toutes les interventions que nous avons eues jusqu'à maintenant, on s'est focalisé sur la Cour pénale internationale, puisque c'est effectivement celle dont on entend le plus parler dans les médias. Mais la notion de justice pénale internationale est beaucoup plus large. Elle inclut d'autres mécanismes que la seule Cour pénale internationale. Et c'est de ça dont j'ai envie de discuter avec vous pour vous montrer que, précisément, la justice pénale internationale, c'est une réalité concrète. Et on est loin d'être dans l'utopie. La justice pénale internationale, du coup, il faut que je la définisse. C'est finalement tous les mécanismes juridictionnels qui peuvent être mis en place pour réprimer des crimes internationaux. La définition que je vous propose. Un crime international, il y en a 4. On les a tous cités successivement. Hein. Le génocide, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, crime d'agression. Il y en a 4. Alors, qu'est-ce qui existe en dehors de la Cour pénale internationale qui pourrait nous permettre d'avoir quand même une justice pénale internationale? La première chose, c'est la compétence universelle au niveau des États. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette notion s'articule parfaitement avec la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, dans son statut, à l'article 17, il est prévu que cette Cour, elle a, je pense que c'est monsieur le juge qui en a parlé tout à l'heure, elle est complémentaire des juridictions internes. C'est-à-dire que la CPI n'intervient que si l'État normalement compétent ne peut pas ou ne veut pas juger ces crimes. Alors ne peut pas parce que, par exemple, toutes ces infrastructures ont été détruites, ou les juges qui auraient pu juger, ils sont partis à la guerre, ils sont morts ou ils sont blessés, ça arrive, et ne veut pas, eh bien, lorsque on constate qu'un État fait des amnisties générales ou bien fait des faux procès, des parodies de procès, par exemple. Donc, vous voyez, il y a déjà une articulation. La CPI n'est pas la seule compétente, elle n'est même pas la première compétente pour juger ces crimes. Les premières instances compétentes pour juger ces crimes, ce sont les juridictions internes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en plus de cette compétence complémentaire, il y a la compétence universelle. C'est l'idée qu'un État, sur le territoire duquel aucun crime n'a été commis, dont aucun ressortissant n'est auteur du crime, ni même victime de ces crimes. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a aucun lien territorial, ni aucun lien personnel avec cet État. Eh bien, la compétence universelle va permettre de juger un criminel, un auteur de crimes internationaux, qui a donc commis son crime à l'étranger, à l'encontre d'étrangers, des gens qui ne sont pas de la nationalité de l'État qui va le juger. Et cette compétence universelle, elle découle d'une obligation qui existe pour les États. On en a parlé tout à l'heure, avec la Convention contre le génocide, mais ça existe aussi dans les traités qui relèvent indirectement du crime de guerre, en matière de droit international humanitaire, également dans les conventions contre la torture ou les disparitions forcées. Les États ont l'obligation de poursuivre les auteurs de ces crimes. Et donc la France, je vais parler de la France, on est quand même dans la fabrique de la diplomatie française, donc la France s'est dotée des outils pour exercer cette compétence universelle. Donc dans son code pénal, à l'article 689-1,
toute personne qui se trouve sur le territoire français et qui aurait commis, par exemple, un acte de torture, peut être jugé par des juridictions françaises, même s'il a une nationalité étrangère et même s'il a commis ces actes de torture contre des non-français. Donc en ce moment, il y a une affaire contre des Syriens. Voilà, ils ont commis leurs actes de torture en Syrie contre des Syriens, mais ils se trouvent à ce moment-là en France, on peut les juger. La même chose, avec des conditions un peu plus rigides, c'est l'article 689-11 qui prévoit que toute personne ayant commis un acte de génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, et qui réside habituellement en France, vous voyez, c'est un peu différent de se trouver en France, il faut démontrer qu'il réside habituellement en France, peut être jugé par les juridictions françaises. Et là, on a des cas, et notamment beaucoup de cas rwandais, qui ont pu être jugés sous cet angle-là. On a également eu, l'année dernière, ou il y a 2 ans, le jugement d'un Libérien, Kunti Kamara, qui a été jugé en France. Alors effectivement, l'une des limites, c'est l'immunité. On en a parlé. La France ne peut pas, malgré sa compétence universelle, juger d'un chef d'État en exercice. Ça, c'est impossible. Et on en a eu de nouveau la confirmation en juillet dernier, lorsque la Cour de cassation a expliqué que tant que Bachar el-Assad, l'ancien président de la Syrie, était président, on ne pouvait pas lancer un mandat d'arrêt contre lui. Mais la Cour de cassation a mis une petite nuance dans cette décision très intéressante. Elle a dit, mais maintenant qu'il n'est plus président, eh bien, la Cour constate que l'immunité qui le protégeait ne peut plus être opposée et donc que de nouveaux mandats pourraient être lancés contre lui. Donc, on voit que la justice pénale internationale évolue et ça, c'est une énorme évolution pour nous, spécialistes du sujet. Donc ça, c'est la première manière de faire continuer de vivre la justice pénale internationale à travers la compétence universelle exercée par les États eux-mêmes. Et cette compétence universelle existe dans d'autres États, en Belgique, en Suède, en Allemagne, en Espagne, un peu moins en Italie. Mais voilà, c'est des compétences qui peuvent être exercées. Il y a des procès en ce moment sur ce fondement. L'autre manière de juger des crimes internationaux et donc de faire vivre cette justice pénale internationale, c'est des sortes d'ersatz de Cour pénale internationale. Ce sont les juridictions pénales internationalisées. Tout à l'heure, on vous a expliqué que l'une des fragilités, l'une des limites de la Cour pénale internationale, c'est la difficulté d'obtenir la coopération des États. Coopération des États nécessaire pour arrêter les accusés, pour obtenir des preuves. Quand on est sur le terrain de la guerre, il faut aller recueillir des témoignages. Et donc, ça, c'est l'une des limites de la Cour pénale internationale. Les juridictions pénales internationalisées répondent à cette limite. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait des juridictions qui vont être créées souvent à travers un accord, un traité, entre l'État concerné et l'ONU. Et ils vont ensemble créer une juridiction spécifique pour juger les crimes qui ont eu lieu sur leur territoire. Donc ça ressemble à la Cour pénale internationale, très fortement, mais ça se passe sur le territoire de l'État concerné. En quoi c'est international ? Parce que les juges sont en partie des juges étrangers. Il y aura souvent une mixité des juges à la fois nationaux et étrangers. La procédure et le droit applicable seront mixtes également. Mais la particularité, c'est que ces juridictions vont travailler sur place et surtout en concertation avec le gouvernement, avec le politique. Et c'est là où ça fonctionne relativement bien. Ce sont des juridictions qui fonctionnent bien. Mais souvent, il faut attendre que le gouvernement ou le régime précédent chute, évidemment, pour que ce soit le suivant qui mette en place ce type de juridiction.
Il y a un inconvénient, parce que sinon on n'aurait que ça. Vous voyez bien, ça paraît bien. Il y a un inconvénient, c'est que si on multiplie ces juridictions, eh bien ça a un coût. C'est un coût humain, c'est un coût financier, et ça, on ne peut pas forcément le soutenir au niveau international, d'où quand même l'intérêt d'avoir la Cour pénale internationale. Mais les deux s'articulent l'un avec l'autre. On a par exemple la Cour pénale internationale qui travaille sur des crimes qui ont eu lieu en République centrafricaine, et parallèlement, on a la Cour pénale spéciale de Centrafrique qui juge également des auteurs de crimes internationaux. Le dernier point, et la dernière manière d'avoir une justice pénale internationale, c'est à travers la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est, là encore, ça va se passer à l'intérieur d'un État concerné, mais ça va associer la justice à la recherche de la vérité et à l'écoute des victimes. On est plutôt dans ce qu'on appelle les commissions vérité-réconciliation. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'exemple aujourd'hui le plus marquant, c'est ce qui se passe en Colombie. Donc je vous invite, parce qu'on me fait signe que le temps va vite, donc simplement allez regarder ce qui s'est passé en Colombie et vous verrez là encore une articulation entre le rôle de la CPI pour cette justice transitionnelle qui aujourd'hui a lieu en Colombie. J'avais une conclusion qui tournait autour de l'articulation de la paix et de la justice. Je la laisse de côté. Si vous voulez qu'on revienne sur ce sujet, vous me poserez une question. Merci beaucoup. La puissance de synthèse de la professeure. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps pour des échanges, malheureusement. J'avais mal compris, je pense, le temps que nous avions. Et il y a une table ronde qui suit à 15h. Et le temps que vous sortiez, il va falloir qu'on mette un terme à cette session dans 7 à 8 minutes. Alors, y a-t-il une question brûlante, importante et bref? Allez-y, monsieur. Est-ce que vous préféreriez que je parle en anglais ou en français? En français, En français, nous sommes en France. d'accord. Mais nos invités comprennent le français. À la fin de son discours, son Excellence a mentionné le fait que le futur de la justice internationale doit se décider à travers nous, citoyens, qui plus est, on a la chance en plus en démocratie, on peut s'exprimer, mais citoyens du monde en général. Sauf que pour, je pense, beaucoup de gens, la justice internationale paraît être quelque chose d'assez loin et difficile à accéder, quelque chose de soit inconnu, soit peut-être, entre guillemets, bureaucratisé, parce qu'il appartient à des grandes institutions qui emploient des spécialistes et des gens très éduqués, souvent de pays développés qui plus est. Alors moi, j'aurais une question qui s'adresse à chacun d'entre vous, peut-être qu'il y a une opinion. Comment on pourrait rendre la justice internationale, non pas seulement au niveau des décisions qui sont faites, des jugements, mais aussi dans ces articles, par exemple, accessible plus à tous et permettre à tout le monde d'avoir une voix qui pèserait plus en tant que citoyen dans la justice internationale? Je ne pense pas qu'on puisse tous s'exprimer vu le temps, mais vous voulez peut-être répondre à cela? Merci beaucoup. That's a big question. How do we democratize access to international criminal justice to everyone? Because the fact of the matter is that the ICC has we're very limited in the way in which we can actually carry out our duties. As a matter of fact, this comes maybe as a surprise for you, but we don't have the ability to carry out more than 3 cases at a time. We cannot have 3 trials ongoing, more than 3 trials, simply because we just don't have the capacity. We don't even have the courtrooms to do that. We don't have the judges. We don't have all that is necessary to do that. So the fact of the matter is that this is a primary responsibility of the states themselves. It is for the states themselves to democratize and to make it accessible to everyone. And this is something that I think there's a lot more to do. I'll say it in English very quickly, if that's okay. The office of the prosecutor can have field offices, and the court can sit in situ. So, on peut avoir des procès dans les pays où les crimes ont eu lieu. La cour peut voyager, si nécessaire, et le bureau de procureur peut aussi établir des bureaux dans les pays affectés. Le problème, c'est l'argent.
Ça coûte trop cher. Et les pays, c'est pourquoi j'ai dit, c'est vraiment pour les États membres de la Cour de comprendre que la Cour devrait avoir des ressources. Une autre petite réflexion, quand j'étais à Kampala pour le Review Conference en 2010, c'était extraordinaire parce que c'était au Ouganda. Et on avait des femmes qui arrivaient du nord, le parti du Ouganda, qui était en conflit, où Joseph Kony était là en train de faire ses bêtises par là. Et on avait des gens qui arrivaient dans les autobus de loin pour arriver à la Review Conference et pour participer directement dans cette assemblée extraordinaire. Mais il faut aller vers les gens et ça coûte très cher. C'est ça. Moi, j'aurais une chose à dire, c'est qu'il faut, je ne sais pas s'il y a ici des enseignants du secondaire, mais pour moi, la manière d'inciter, enfin que la justice descende vers la société, c'est d'initier les jeunes à ce qu'est cette justice internationale, et donc que les collégiens, que les lycéens en entendent parler, quel que soit le pays. Et c'est en fait comme ça qu'on va créer une forme d'émulation et une curiosité. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire dans tous les pays. On est en France, on peut se le je peux me permettre de dire ça. Je ne pense pas que je puisse le dire dans d'autres pays. Et le juge Ugalde a dit tout à l'heure que le droit international existe si on y croit. Il faut y croire, il faut le connaître, donc l'apprendre. Il fallait écouter la professeure Anne-Laure Chaumette à Nanterre, ou la professeure Leila Sadat à Washington, où il faut écouter les jugements qui sont en accès libre sur le site de la Cour pénale internationale. Il faut l'apprendre, il faut y croire, il faut en parler et il faut exiger son respect. Nous sommes ici en démocratie et finalement nos gouvernements nous représentent. S'ils ne nous représentent pas dans l'exigence de la justice internationale, eh bien on peut leur réclamer. Moi je n'entends pas beaucoup ça, mais ça peut-être qu'il faudrait le prendre en main. Peut-être une dernière question. Là encore brûlante. Allez. Bonjour, la question c'est pour Madame Anne-Laure Chaumette. Vous dites que on ne peut pas juger un président en fonction. Vous avez pris l'exemple de Bachar el-Assad, mais ça s'oppose précisément à l'article 27 du statut de Rome qu'on a mentionné avant. Comment je dans comprends un pays, pas. pardon, oui. Ouais. Alors vous avez tout à fait raison, donc je corrige. Enfin, je reprécise. Mon propos consistait à expliquer qu'au sein des États, d'un État donné, on ne peut pas juger un chef d'État en exercice. Ça, c'est une règle de droit international. La France ne peut pas juger le président ou le chef d'État de n'importe quel autre pays actuellement en exercice. Et c'est valable, c'est réciproque. Personne, aucun pays actuellement dans le monde ne peut juger Emmanuel Macron. C'est interdit. Ça, c'est une règle. Il y a une exception à cette règle, mais cette exception, elle n'existe que dans le cadre de la Cour pénale internationale ou des juridictions pénales internationales. C'est-à-dire qu'on dit que l'immunité est inopposable à la Cour pénale internationale. C'est la seule exception. Voilà. Si on nous donne encore 2 minutes, on peut en prendre encore une. Tu as vu ? Bonjour à tous, merci déjà pour vos interventions, c'était très intéressant et passionnant. Et je me demandais, pour revenir à ce que vous avez dit, Madame Leila Nadia Sadat, on a du coup la Hongrie qui a notifié son retrait du statut de Rome en avril dernier, il me semble. Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait signifier, on va dire plutôt un exemple qui pourrait être suivi par d'autres pays? On a la montée du populisme, comme vous l'avez tous indiqué, dans beaucoup de pays. Et quand on voit notamment les comportements, pour en citer qu'un seul, de Donald Trump, par exemple, vis-à-vis des institutions internationales, on pourrait se demander si ça ne pourrait pas mener justement à un exemple qui pourrait être suivi par d'autres pays et donc potentiellement affaiblir ces institutions internationales. C'est une bonne question. En fait, j'étais en Allemagne quand ça s'est produit et un ancien juge à la Cour, qui n'est plus en fonction,
Il a dit, oh, c'était juste à cause de Netanyahou, ils vont revenir une fois que ça s'est passé. Je ne crois pas, en fait. On avait dit la même chose avec les États africains. Est-ce qu'on verra vraiment un exodus énorme? Et non, ça ne se produit pas parce qu'effectivement, la chose qui est bien avec la bureaucratie, c'est bizarre de le dire, non? Mais en fait, il y a un aspect institutionnel et une communauté qui s'est créée autour de la Cour. Moi, quand j'étais là, quand les États africains dehors, l'Assemblée des États partis, disaient que voilà, on va tous partir, c'est méchant, la Cour qui juge que les Africains. En fait, à l'intérieur de l'Assemblée des États partis, on n'entendait pas de tout ça. Parce qu'effectivement, Afrique du Sud, le Sénégal, les autres États étaient très contents d'être là et de participer dans la création et de l'activité de la justice pénale internationale. Donc, à mon avis, c'est quand même, il y a une politique particulière dans ce pays et je ne vois pas du tout que ça sera pareil. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, on n'a pas le temps de discuter vraiment cette question d'immunité, mais je crois en fait les États qui ont dit qu'il y a des immunités pour les chefs d'État qui sont pas partis qui viennent des pays qui ne sont pas partis de la Cour, commencent à peut-être voir que ce n'était pas très bien de le dire. Et parce qu'il y a division de droit international, effectivement, est-ce que c'est les États qui donnent à la Cour une petite partie de leur souveraineté ou est-ce que la Cour, comme organe international, institution internationale, a une compétence autonome? Moi, qui ai étudié avec Bassiouni et des autres qui étudiaient avec Pella, moi, je suis plutôt le droit international existe indépendamment des petits morceaux donnés par les États comme la France. Et donc, ça crée une autre vision de la compétence de la Cour internationale pénale. Et d'ailleurs, on ne voit pas du tout le critique de la Cour de justice internationale. Donc, j'avais écrit un long article là-dessus. Donc, voilà. Bon. Pardonne-moi. Merci beaucoup. Écoutez, il faut avoir des convictions, il faut avoir presque des certitudes. Moi, je suis certain que la justice pénale internationale est nécessaire au progrès de l'humanité, à la protection de tous et de chacun contre les crimes les plus abominables. Il faut y croire, il faut avoir un peu de passion, il faut avoir du courage, il faut apprendre, il faut travailler. On a là des travailleurs de la justice pénale internationale. Permettez-moi de les applaudir avec vous et de les remercier de leur présence.